Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Goma, enseignant-chercheur, de nos éditorialistes Samuel Gambok et Gemal Taleb. Et tout de suite, direction la Guinée où les écoles s'organisent pour rattraper le retard lié à l'ouverture tardive des classes en raison de l'épidémie d'Ebola. Au centre universitaire de Foulaïa, Kindia, responsables et étudiants ont décidé d'intensifier les horaires et jours de cours pour boucler les programmes à temps. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Le suivi des personnes ayant été en contact avec les malades ou suspects d'Ebola reste le principal enjeu de la diminution de la propagation du virus en Guinée. À Kindia, par exemple, l'une des villes sous l'urgence sanitaire renforcée, 218 contacts sont enregistrés. 209 sont suivis par les équipes médicales, mais l'inquiétude des agents de terrain réside dans le refus de plusieurs personnes en contact avec des malades ou suspects d'Ebola de se déclarer. Beaucoup de gens confondent, ils ont peur et croient que s'ils se révèlent contact, les autres vont les stigmatiser, ils vont avoir peur d'eux. Donc il y a un problème de sensibilisation, de communication qu'il faut poursuivre parce que les gens n'ont pas toujours bien compris ce que c'est un contact. Cette sensibilisation a produit des résultats à Kindia. Sekouba est le frère aîné de Fatmata Kamara, décédé récemment d'Ebola. Depuis, la famille reçoit chaque matin la visite d'une équipe de suivi. Tous les membres sont en quarantaine. Et à 4 jours de la fin de la surveillance, Sekouba, au départ réticent, pense avoir fait le bon choix, en dépit de la stigmatisation dont est victime sa famille. C'est nous-mêmes qui ont passé à la radio, de demander, comme ils ont dit que notre soeur, c'est l'Ebola, elle est décédée par l'Ebola. Bon, on les a demandé de venir. Chaque matin, ils passent ici pour nous flasher, pour flasher toutes les familles et demander ce qui va, ce qui ne va pas. Ceux qui ont des maux de tête ou quoi, de signaler, mais vraiment quand même, tout va bien d'abord. À ce jour, aucun membre de la famille Camara n'est suspecté d'Ebola après 4 décès dus au virus dans le quartier. La ville compte un malade d'Ebola sous traitement dans un centre approprié, pendant que les professionnels de santé de Kindia envisagent la mise en place des comités de veillée villageoise. L'objectif étant d'intensifier la sensibilisation pour amener les personnes ayant été en contact avec des malades ou suspects d'Ebola de se déclarer à temps pour une prise en charge accélérée en vue de rompre la chaîne de contamination du virus. Samuel, est-ce que d'après vous, il est possible de rattraper cette année pour les étudiants guinéens ? Je pense qu'il va falloir mettre en place des mesures d'urgence pour rattraper ce retard qui est énorme, parce que les programmes d'enseignement, les programmes pédagogiques n'ont pas été couverts et du coup il va falloir rattraper en si peu de temps ce qui aurait pu être fait au cours d'une année académique, ce qui n'est pas du tout évident. Que l'on soit dans un pays développé, riche ou pas, c'est un défi majeur pour l'enseignant. Il faudra faire appel aux capacités et à l'ingéniosité pédagogique des enseignants pour pouvoir développer des programmes de synthèse pour l'année afin que ce retard ne se ressente pas sur les étudiants. Mais je pense que les mesures qui sont prises en termes de renforcement des dispositifs sanitaires de prévention, mais aussi de sensibilisation, permettront peut-être d'accompagner ces profs qui peuvent être réticents ou les étudiants qui pourraient rester réticents quant à une potentielle contamination. Raphaël, vous êtes enseignant. Quelles mesures d'urgence peut-on prendre dans ce cas-là pour rattraper cette année ? Mesures d'urgence pour rattraper cette année, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, une année scolaire, c'est une année pleine. Et que là, en l'occurrence, je crois qu'ils sont restés 8 mois. Je crois que, 8 mois de fermeture. Donc, la mesure d'urgence, c'est de prolonger effectivement l'année académique, tout simplement. Je ne vois pas d'autre mesure que celle-là. Donc, prolonger l'année académique et puis, bien sûr, demander, disons, un sursaut aussi aux enseignants de pouvoir accompagner ces jeunes qui vont passer les diplômes pour qu'ils ne perdent pas trop de temps, quoi. Voilà. Alors, Gemal, la Guinée a connu une résurgence de cas d'Ebola pendant le mois dernier, au mois de mars. Est-ce que ça veut dire que la vigilance est en train de retomber ? Je ne pense pas que ce soit seulement un problème de vigilance. J'ai discuté avec quelques personnes concernées par la lutte contre Ebola. Il y a 3 pays qui sont vraiment concernés, donc la Sierra Leone,
la Guinée et le Libéria. Le Libéria et la Sierra Leone sont des pays qui s'en sortent plutôt pas mal. La Guinée a une situation effectivement un peu plus compliquée, même si on est dans une phase plutôt descendante. Et là, la difficulté en Guinée aujourd'hui, de ce qu'on me raconte, c'est qu'il y a la reprise de la saison des pluies. Et donc, celle-là est propice, hélas, aux contaminations. Et donc, la difficulté qu'il y a, et c'est là. Mais enfin, la politique publique menée par la Guinée jusqu'ici a plutôt donné des résultats probants, sérieux. Et donc, nous sommes dans une phase où Ebola n'est pas malheureusement derrière les Guinéens, mais enfin, ils sortent la tête de l'eau. Et donc, tant mieux. Mais enfin, on peut difficilement considérer que les politiques mises par les Guinéens en place sont mauvaises. Quant à l'année scolaire dont vous avez parlé, enfin, moi, je n'ai pas la compétence de mes deux camarades, mais je pense, moi, que c'est une année sacrifiée. Pensons à l'année prochaine, non ? Merci messieurs. Dans l'actualité également, chaque année, des milliers de bacheliers africains quittent leur pays pour aller étudier à l'étranger. Très souvent, ils sont attirés par le désir d'obtenir des diplômes reconnus à l'international. Dans un pays comme le Cameroun, plus de 22 000 jeunes font ce choix chaque année. Un reportage de notre correspondant de Narcisse Dombé. La jeunesse estudiantine africaine est l'une des plus mobiles de la planète. C'est le constat fait par les experts de l'éducation. Ils estiment qu'environ 6% de cette population étudie dans les universités étrangères. Un taux supérieur à la moyenne mondiale qui est de 2%. Ce choix, guidé par la recherche d'un meilleur cursus académique reconnu à l'international, est appuyé par de nombreuses structures spécialisées. C'est le cas de Enco Éducation à travers son concept sur la route des meilleures universités du monde. C'est important de privilégier la qualité de l'éducation sur la localisation de cette éducation. Je pense que de manière générale, si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie et de leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. Alors ensuite, où sont les meilleures institutions? Si vous regardez au niveau des universités, d'après le classement de Shanghai, sur des 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si parents et étudiants approuvent le passage dans les plus prestigieuses universités du monde, c'est aussi pour que les connaissances acquises servent à développer l'Afrique. En tant que parent, étudier au Cameroun et ensuite aller à l'étranger, c'est la meilleure option. Parce qu'au Cameroun, c'est vrai, il y a des opportunités d'école, mais on a toujours l'impression que les promoteurs sont plus commerçants que éducateurs. C'est bien bon d'y aller fréquenter, mais j'aurais préféré que tous ceux qui y vont reviennent pour apporter ce plus-là dans le pays, dans son pays d'origine ou dans son continent, afin que nous puissions apporter le flambeau africain et camerounais. 300 000 étudiants subsahariens sont régulièrement inscrits dans les universités étrangères. Avec 22 297 pensionnaires, le Cameroun a le 3e plus gros contingent dans un classement dominé par le Nigeria, avec 50 000 étudiants. Raphaël, qu'est-ce que cela signifie, ce départ de centaines de milliers de bacheliers chaque année en Afrique vers l'international? Est-ce que ça signifie que les universités africaines ne sont pas à la hauteur? Non, pas que les universités africaines ne sont pas à la hauteur. Les universités africaines sont à la hauteur. Pour preuve, j'ai des collègues qui viennent souvent travailler avec moi pour la recherche et qui sont d'éminents professeurs. Mais tout simplement parce qu'en fait, il y a un problème parfois d'espace ou de place dans les universités. Je vais vous prendre un exemple que je connais mieux, celui du Congo-Brazzaville. Quand vous prenez un pays entier qui n'a qu'une seule université, il n'y a pas possibilité, disons, d'englober tous ces étudiants. Et je pense que c'est le cas du Cameroun aussi, même si le Cameroun aujourd'hui a plus d'universités que le Congo-Brazzaville, mais n'empêche que certaines familles, parce que n'ayant pas trouvé des places dans les universités, envoient leurs enfants à l'étranger. Mais il y a aussi un fait, le fait que certains parents pensent que aller à l'étranger, on acquiert des meilleures connaissances que l'on aurait pu les acquérir, je crois, sur place. Je crois qu'ils se trompent. Ils se trompent tout simplement parce que, bon, ils partent du principe que, généralement en Afrique, les notes ne reflètent pas le travail de l'étudiant. Parce que, il faut le dire aussi, qu'il y a certains collègues qui enseignent dans les universités africaines qui, malheureusement, je crois qu'il y a même un mot dont on parle des notes sexuellement transmissibles, ou comment ils
disent ça là-bas. Et effectivement, ce sont ceux-là, les brebis galeuses, qui font que les parents ou les familles se disent non, je préfère envoyer mon enfant ailleurs au lieu de rester sur place parce qu'effectivement, le diplôme qu'il aura, c'est un diplôme au rabais. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas un diplôme au rabais. Il y a des meilleurs enseignants en Afrique et la scolarité est de bonne qualité. Il nous manque tout simplement certaines infrastructures et les moyens. Samuel, vous partagez cet avis? Ce n'est pas une question de qualité de la formation? Je ne pense pas que ce ne soit pas une question de qualité de la formation, c'est un tout. Il y a des individualités qui se dégagent à l'intérieur du continent et au Cameroun. Il y a de brillants professeurs avec des talents prodigieux sur le plan scientifique. Simplement, ces individualités n'arrivent pas à régler les problèmes les plus importants en termes de dysfonctionnement, en termes de capacité de la gouvernance académique et en termes de promotion de l'excellence académique. Ce qui fait que parfois des étudiants arrivent avec un corps professoral qui n'est pas de bonne qualité et ce problème est entretenu par les gouvernants. Et ça pose de sérieux problèmes. Seulement, ceux qui en pâtissent sont les familles ou les étudiants qui sont issus des familles populaires qui n'ont pas la possibilité d'aller faire des études à l'étranger. Et les parents qui envoient leurs enfants faire des études à l'étranger sont parfaitement conscients du fait que une des principales garanties et une des principales garanties sur le plan de la compétition internationale d'un jeune étudiant est liée aussi à la réputation de son université. Vous n'irez pas travailler dans une multinationale aussi prestigieuse si votre université n'est pas cotée. Et quand on voit le classement, même en Afrique, sur les 100 premières universités qui sont classées meilleures en Afrique, le Cameroun n'en compte pas une seule. Et donc ça fait un problème aussi au niveau du corps étudiant. Merci messieurs. Tout de suite, notre chiffre du jour. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, en République démocratique du Congo, les trafics à grande échelle de minerais, d'or, de bois, de charbon et de produits issus de la faune sauvage pèsent jusqu'à 1,3 milliard de dollars chaque année. Une somme qui bénéficie aux réseaux criminels transfrontaliers, mais aussi aux combattants rebelles qui déstabilisent la région. Gemal, que vous inspire ce chiffre? C'est énorme, mais ça reflète, la grandeur, la taille, l'importance d'un pays comme le Congo, les richesses dont il regorge et qui sont absolument capables, encore une fois, d'enrayer la pauvreté et les besoins, de donner des universités de bonne qualité et d'améliorer la performance académique, pas seulement du Congo, de tout le continent africain. Ça prouve combien l'État est défaillant, que l'armée est défaillante, que la police n'est pas capable de faire son travail. Ça prouve combien ce pays est malheureusement réduit à une exploitation outrancière excessive de la part de ses fils, mais aussi des pays voisins. Ça prouve que quand on n'est pas un État sérieux, bien ajusté, bien fait, on a ça comme résultat. Ça prouve encore une fois que l'organisation est la meilleure des situations. Et ça nous ramène au sujet de l'école. Tijani Cham, qui est l'une de mes idoles sur le continent africain, dit une chose très jolie. Si vous voulez que ça marche et que vous n'ayez pas ce genre de résultat, il n'y a qu'une seule réponse: l'école, l'école, l'école. Si vous avez des cadres bien faits, vous avez un pays mieux organisé. Si vous avez une administration mieux faite, c'est que vous avez une classe moyenne meilleure. C'est de ça dont souffre le continent. Ça ne veut pas dire que la situation est catastrophique, elle est en marche, mais le compte n'y est pas encore. Raphaël, quelle est votre réaction à cette perte énorme que représentent les trafics? Bien sûr, mais c'est comme on a su le dire par Jamel, c'est un manque d'organisation et une mauvaise gestion, tout simplement. Parce que imaginez un État comme la République démocratique du Congo qui voit cette manne partir, alors que ça aurait pu servir, bien sûr, comme on le disait, aux écoles, aux hôpitaux, qui manquent de tout. Et je pense que c'est là, c'est l'État qui est déliquescent, comme j'aime souvent le dire. Effectivement, c'est la mauvaise gestion, c'est la qualité des hommes aussi, et c'est des systèmes mafieux. Bien sûr, quand on est à la tête d'une nation et que soi-même on n'est pas propre, bon, et justement, on va laisser qu'il y ait bien sûr de la saleté ailleurs, quoi. Je voulais utiliser un gros mot, mais enfin bref, effectivement, c'est ça. Le Congo, RDC, qui est un grand, immense pays, malheureusement souffre tout simplement d'une mauvaise gestion. Et il faudra que cela change. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré aux personnes en situation de handicap sur le continent. Raphaël Goma, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et Gemal, merci. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.